La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Et nous sommes ravis d'être avec un aventurier, archéologue, explorateur des temps modernes, Ludovic Iba. Salut Ludovic. Salut. Alors toi, tu as fait un long et périlleux voyage, tu es parti au cœur de la forêt guyanaise et tu en as fait un livre, premier livre intitulé Journal d'expédition en Amazonie. Quand est-ce qu'a démarré cette aventure ? Ouais, c'est ça. En soi, l'aventure, elle a démarré bien avant l'aventure à proprement parler sur le terrain, en fait. Donc, on est parti sur le terrain en 2019, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on potassait un peu l'expédition et qu'on préparait au niveau logistique cette expédition-là. Donc voilà, après ça s'est fait en 2019, en août-septembre 2019. Ouais. Tu dis on préparait l'expédition, c'est qui ce on ? Ouais. On était 3, donc il y avait Christian, qui est un explorateur, qui a beaucoup voyagé, fait des expéditions en Amazonie en solitaire et aussi en Australie. Et il y avait Léa, qui est biologiste en Guyane française. Donc en fait, ce bouquin, il raconte trois expéditions. Une première en voilier, où j'ai rejoint un skipper pour remonter le fleuve Maroni en Guyane. Ensuite, on est revenu à l'océan, on est remonté la côte du Suriname. On a remonté 2 fleuves difficiles au Suriname avant de faire la traversée, donc tout à la voile, au maximum en tout cas à la voile, avant de faire la traversée jusqu'en Martinique dans les Antilles françaises. Ensuite, deuxième expédition, je suis revenu en Guyane et je suis resté 2 semaines en autonomie sur une petite île dans une zone inondée qui s'appelle le lac de Petit-Saut, au milieu de la forêt amazonienne guyanaise. Et donc troisième expédition qui est la plus importante et la plus intéressante, c'est la remontée en autonomie à la pagaie du fleuve Sinamari, qui est le fleuve le plus sauvage de Guyane française, le dernier fleuve qui est non habité, non chassé, non orpaillé. Et donc où il y a une vie sauvage vraiment énorme et préservée de l'homme. Si bien qu'on a pu voir la différence de comportement des animaux au début de la remontée en kayak, là où les animaux ont encore l'habitude de côtoyer des humains, et dès qu'on arrive en haut du fleuve, où les animaux n'ont absolument plus l'habitude de voir des humains, et là ils n'ont plus du tout le même comportement. On arrive au cœur du parc amazonien de Guyane, voilà, réserve naturelle, etc. Et voilà, donc ça c'est la plus grosse expédition, que ce soit en termes de logistique, en termes d'épreuves physiques, d'épreuves mentales, voilà. Finalement, pourquoi on veut remonter un fleuve, un cours d'eau, au lieu de le descendre, ce qui serait nettement plus facile, j'imagine ? Ouais, ce serait plus facile. Déjà parce que dans un territoire comme l'Amazonie, avant de pouvoir le redescendre, il faut déjà le remonter. Puisque, comme je disais tout à l'heure, ces endroits totalement vierges d'occupation humaine, il n'y a aucun accès pour arriver en haut du fleuve. Et plus on va remonter le fleuve, plus ça va être sauvage. Plus le fleuve va d'ailleurs la forêt va se refermer sur le fleuve en fait. Donc le fleuve va devenir beaucoup moins large. Bon, après il y a des gens qui font ça, ils partent en hélico, ils se sont déposés en hélico, mais bon, c'est une autre démarche et c'est pas top, on va dire, pour toutes les problématiques environnementales actuelles. Ce serait juste assouvir un petit besoin de vouloir redescendre son fleuve. Donc non, et puis je pense que les choses exceptionnelles, uniques comme ça, elles se méritent aussi. Donc évidemment, il faut déjà remonter le fleuve. Après, à la pagaie en kayak, c'est aussi du coup une épreuve physique, une épreuve personnelle. Ça permet justement cette introspection d'aller chercher au plus profond de soi-même, de se mettre en difficulté. Et si on part avec une pirogue à moteur et qu'on remonte tout le fleuve à moteur, bon, c'est aussi difficile quand même, mais c'est pas la même difficulté. Et je pense qu'il y a moins d'introspection, on va moins puiser au fond de soi-même les ressources. Donc ça c'est important en fait pour moi en expédition de pouvoir vraiment se mettre en difficulté pour mieux apprendre à se connaître et aussi pouvoir se dire qu'on a tout fait par nous-mêmes de nos propres moyens, notre propre motricité humaine sans apport extérieur d'une technologie quelconque motorisée. Quand on est sur ton kayak, on ferme un petit peu les yeux avec toi là. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on écoute ?
On entend énormément de choses. On entend énormément de choses. La forêt amazonienne, c'est une forêt qui est très bruyante. Même la nuit, le silence n'existe pas en forêt amazonienne, en fait. Donc on entend absolument toutes les espèces de cigales. Et il y en a un paquet qui vont avoir un chant différent. On entend des craquements de branches dans tous les sens. On entend l'eau qui coule. On entend les poissons qui sautent. On entend des animaux qui se jettent à l'eau qu'on n'arrive pas forcément à voir. On entend le battement de des papillons, des énormes papillons morpho bleu électrique qui virevoltent partout autour de nous. Voilà, on entend énormément de choses et on a aussi des odeurs, on a aussi énormément d'odeurs au-delà des bruits. Donc c'est énormément d'informations qu'on n'est pas habitué en fait à analyser et il faut un petit temps d'adaptation avant de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, d'arriver à mettre des images sur les sons, arriver à se repérer un petit peu et à savoir d'où ça vient. Au début, c'est perturbant quand on n'a pas l'habitude. Tu t'es retrouvé également sur une île isolée, perdue au milieu de l'immensité verte. Je crois que c'est une île sur laquelle tu as fait un séjour en solitaire. Raconte-nous cette expérience-là particulière. C'est ça, ouais. Je suis resté 2 semaines en autonomie sur une petite île du lac de Petit-Saut. Donc c'est un énorme lac artificiel au milieu de la Guyane française. C'est une partie de la forêt amazonienne, excusez-moi, qui a été inondée en 93 pour construire suite à la construction d'un barrage hydroélectrique. Et donc c'est plusieurs hectares de forêt amazonienne qui sont totalement inondés et ne demeurent aujourd'hui plus que les sommets des petites montagnes qui dépassent de l'eau et qui ont formé plein de petites îles. Donc voilà, j'ai un ami Tanguy qui avait construit un carbet sur une de ces petites îles, donc une petite cabane amérindienne, en tout cas d'influence amérindienne, un carbet. Quelques années auparavant, j'avais participé à la construction et donc là j'avais décidé de rester 2 semaines en autonomie sur cette petite île, à pêcher mon petit poisson pour manger et à vivre simplement dans mon petit hamac. Voilà, vraiment la vie pure. Et à écrire, à décrire tout ce que je pouvais voir, ressentir. Ton quotidien, c'était quoi? Bon, le hamac, ok, pour dormir, ouais. Et puis après, il se passe quoi dans ta journée? Bah, c'est assez calme, justement, hein, c'est assez tranquille. On va pêcher un petit peu pour pouvoir compléter les rations de nourriture. Et puis, on va poser des trappes pour choper un peu des gros poissons, des gros carnassiers pendant la nuit. Et sinon, bon, après, des petites balades en kayak pour explorer les environs, explorer la forêt, essayer d'observer des animaux. Mais en soi, voilà, la journée, elle est pas normalisée, elle est pas formatée par des horaires précis d'action à réaliser, en fait. On mange quand on a faim, on se lève quand on a envie de se lever. C'est une vie assez paisible. Et quelques temps après, il y a aussi eu une autre expédition de plus grande envergure. Là, l'objectif, c'était d'atteindre et de gravir en autonomie totale un relief isolé. Ouais, c'est ça, un Inselberg. Donc en fait, c'est les petites montagnes de forêt amazonienne. Un Inselberg, c'est un relief rocheux dénué de végétation qui domine toute la canopée, toute la forêt amazonienne. Et donc évidemment, si on arrive à gravir, à atteindre son sommet, on a une vue imprenable sur toute la forêt amazonienne, sur toute la canopée. Et donc l'objectif de cette expédition, après avoir repéré sur les images satellites un Inselberg au cœur de la forêt amazonienne, c'était justement donc, ce dont on parlait, de remonter le Sinnamary, le fleuve le plus sauvage de Guyane française, en kayak, à la pagaie, à contre-courant, pour atteindre cet Inselberg. Quand tu dis que les animaux ont un comportement différent en fonction de si c'est des animaux qui ont l'habitude de voir de l'activité humaine ou pas, c'est quoi la différence de comportement? Est-ce que moi, qui ne m'y connais pas forcément en comportements animaux, est-ce que je pourrais voir cette différence? Ouais, je pense. Par exemple, on a une espèce de volatile qui s'appelle l'oisin huppé, qui est au passage l'oiseau le plus proche des dinosaures. Et donc cet oiseau-là, il vit en petite colonie. Au début du fleuve, au début de la remontée, on les voyait absolument pas, on les entendait pas. En fait, ils étaient quand même là, ils étaient présents, mais ils étaient cachés dans les fourrés, dans les buissons. Et ils se faisaient vraiment discrets à notre passage. Parce qu'ils avaient l'habitude, du coup, des passages des humains et probablement de chasseurs. Et si jamais ils font du bruit, ils se font tirer.
Une fois qu'on est arrivé en haut du fleuve, en fait, on les voyait toute la journée, sans cesse, sans arrêt. À peine on s'approchait d'une vingtaine, trentaine de mètres d'eux, ils se mettaient à faire un boucan infernal. Ils se mettaient à voler. En plus, ils ont un vol assez pâteau. Ils sont pas hyper habiles dans les airs. C'est des gros oiseaux qu'on pourrait comparer un peu aux faisans. Et donc ils se mettent à traverser le fleuve d'un vol un peu pâteau, tout en hurlant. Et donc en fait, si on avait eu un fusil, on aurait pu les shooter assez facilement. Donc c'est pas du tout nous notre vision des choses, évidemment. Mais voilà, donc là c'est vraiment un comportement qui est différent. En fait, ils n'ont pas l'habitude des chasseurs, ils ont l'habitude des prédateurs naturels dans la forêt. Donc si un jaguar s'approche, voilà, ils vont prévenir la colonie, ils vont faire du bruit, ils vont s'envoler, ils savent que le jaguar ne pourra pas les attraper. Si c'était un chasseur, le chasseur les tire facilement, alors que s'ils ne font pas de bruit, le chasseur ne peut pas les tirer, s'ils ne se font pas repérer. Donc ouais, ça c'est un comportement, je pense que n'importe qui aurait pu détecter. Dans ton séjour, il y a eu quand même des rencontres avec certains animaux qui étaient incroyables. Je crois savoir que tu as rencontré un caïman et tu as même réussi à faire une jolie photo. Ouais, des caïmans, on en a vu plusieurs. Après, on en a vu un particulièrement gros, un gros caïman gris qui était en train de se faire dorer sur un tronc mort. Ça, c'était assez exceptionnel parce que les caïmans, on les voit rarement en pleine journée, en fait. On les voit rarement en pleine journée, ils sont assez discrets, ils évoluent plutôt la nuit. Et donc là, ouais, on l'a vu super bien. J'ai pu prendre une super photo, donc je suis assez content, ouais. Super photo, sauf que en prenant la photo, t'étais sûr que t'avais raté cette photo et c'est à ton retour en fait que t'as pu découvrir cette photo. C'est ça, parce que c'est hyper compliqué de prendre une photo en pagayant à contre-courant, en fait. Bah ouais. Parce qu'on est seul dans nos kayaks, on a chacun notre galère, chacun notre kayak évidemment, donc si j'arrête de pagayer et que je prends mon appareil photo pour prendre une photo, évidemment le kayak il part en arrière. En plus de ça, mon appareil photo est rangé au fond d'une touque étanche pour éviter l'humidité. Donc le temps que je pose ma pagaie, que j'ouvre la touque, je suis déjà bien loin en arrière sur le fleuve, donc ensuite il faut repagayer avec l'appareil photo cette fois sorti entre les jambes prêt à dégainer. En attendant, il prend l'humidité. J'arrive au niveau du caïman, je sors l'appareil photo pour prendre la photo. L'appareil photo est plein de buées, c'est une catastrophe. Bon, je prends quand même des photos et je continue à redévier sur le courant en fait. Donc c'est infernal et je me dis bon bah c'est foutu. Et bon le caïman finit par plonger en plus au fond de l'eau et je me dis bon bah c'est cuit quoi. J'aurais pas une belle photo alors que le point de vue était vraiment magnifique. Je visualisais la photo comme bien souvent. D'ailleurs en tant que photographe naturaliste amateur. Je visualise souvent la photo avant de l'avoir prise, je me dis là ça ferait une super photo et là je me suis dit c'est cuit. Et en fait en rentrant à la fin de l'expédition, j'ai vu qu'il y avait quelques photos qui étaient potables, donc j'étais vraiment heureux. Ouais. Et là on parlait du caïman, mais au plus profond de la jungle, il y a également un grand prédateur, le jaguar. Ouais. Est-ce que tu l'as croisé le jaguar ? Ouais, le plus grand prédateur d'Amérique du Sud, le plus grand félin d'Amérique du Sud, juste avant le puma. Le jaguar, ouais, on s'est retrouvés nez à nez, donc là il y avait plus que Léa et moi, on était deux, on s'est retrouvés nez à nez avec le jaguar, on l'a eu à 3-4 mètres de nous, au cœur de la jungle. Et donc là aussi c'était un comportement qui était inhabituel, qui montrait qu'il n'avait pas l'habitude en fait de côtoyer des humains, de voir des humains. Donc c'était une expérience unique et sûrement la plus belle que j'ai vécue et que je vivrai et que j'oublierai jamais, évidemment, ce face-à-face ultime avec le jaguar, ouais. Quand on est face à un jaguar, quand on est face à un caïman, quand on est également face à des éléments de la nature qui peuvent faire peur, comment on gère cette peur ? Bah avant d'avoir peur déjà on est émerveillé parce que nous on est là aussi pour ça, on est là pour observer cette nature sauvage, ces animaux au plus proche. Donc déjà on est émerveillé, on est hyper heureux en fait, peu importe le danger. Après, face à un caïman ou ce genre de choses, il y a pas un danger spécifique, sauf si on est dans l'eau évidemment et que on a un énorme caïman noir qui arrive à côté de nous. Mais sinon, là, quand on est sur le kayak, le caïman est sur sa branche, il y a pas de danger, donc on n'a pas de peur. Pour le jaguar, en fait, je dirais même pas que c'est de la peur, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus et qui réagit à notre place. En l'occurrence, là, sur cette situation, on s'est retrouvé à 3-4 mètres du jaguar, face à face, on était sur la terre ferme. Là, ouais, c'est plus nous qui réagissons, il n'y a pas une question de courage ou même de peur, c'est vraiment l'instinct de survie qui va prendre le dessus, après, en espérant qu'il nous fasse réagir de la bonne manière. On s'y est préparé un minimum, en fait, en pensant les situations, en sachant comment se comporter un minimum face à ces animaux. Mais on ne sait jamais comment vraiment on va réagir face
à cette situation qui est pratiquement impossible qu'elle arrive en fait à la base. Donc déjà c'était une chance énorme que ça nous arrive. Et dans ces situations, face par exemple à ces animaux, vous découvrez des facettes que vous ne connaissiez pas chez vous? Ouais, énormément. Évidemment, une expédition, c'est une expédition aussi intérieure en fait. On va énormément penser, on va énormément réfléchir. Il se passe énormément de choses, enfin en tout cas pour ma part, il se passe énormément de choses dans mon cerveau et c'est pour ça que j'écris beaucoup en fait aussi. Tous les soirs, j'essaye de tenir mon journal. Mon livre, c'est vraiment mon journal d'expédition. À la base, j'ai pas écrit mon journal dans le but de sortir un livre. À la base, j'ai écrit mon journal parce que tous les soirs, j'écris en expédition, peu importe expédition, tous les soirs, j'écris mon petit journal sur ce qui s'est passé dans la journée, mais aussi sur mes états d'âme, mes états de pensée, toutes ces choses-là, en fait, toutes les choses auxquelles je vais réfléchir dans la journée. Parce que pagayer pendant 6-7 heures dans la journée à contre-courant, quand on est tout seul dans sa tête en fait. On est tout seul aussi un petit peu dans l'expédition, parce que chacun va pagayer à son rythme, chacun va être dans sa galère, va être seul avec soi-même, avec son corps, avec son physique, avec son mental. Donc on pense énormément, on réfléchit à plein de choses. C'est plein de choses qui nous permettent de nous évader aussi et de tenir le coup. Parce que si on pense qu'à la douleur et qu'au fait qu'on a envie d'arrêter, on n'y arrive jamais. Donc toutes ces choses-là, je trouve qu'elles sont hyper intéressantes en fait à écrire et à réfléchir dessus, à prendre du recul aussi dessus. Et elles apprennent à mieux se connaître. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les expéditions, de sortir de sa zone de confort, on va dire. Et de partir longtemps comme ça dans des zones isolées, en pleine forêt. On va pas avoir une petite douche chaude tous les soirs, etc. quoi. Alors, tu le disais, toi, tu écris tous les soirs dans ton petit carnet de bord. Au-delà des écrits, est-ce qu'il y a des lectures également que tu emmènes avec toi? Est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui t'accompagnent comme ça et qui t'aident parfois dans des moments de galère d'ailleurs, hein? Et bah ça, non, en fait, bizarrement, non. C'est vrai que la plupart des gens font ça, ils prennent des bouquins, ils emmènent avec eux des bouquins. Moi, non, pas du tout. Parce que déjà, le poids est hyper important en expédition. On réfléchit absolument à tout au niveau du poids. Et donc, un livre, ça pèse, en fait. Et non, en fait, moi, j'aime bien partir vraiment seul avec moi-même et n'avoir aucune influence. J'écoute pas de musique non plus, en fait. Je vais rien écouter, rien lire. J'aime bien être vraiment seul avec mes pensées, seul avec moi-même. C'est un peu une introspection, quoi. Et non, du coup, aucune influence externe. Je lis dans la vie de tous les jours, ouais, plein d'autres bouquins d'explorateurs, d'aventuriers, etc., mais pas en expédition, en fait. Par exemple, dans la vie de tous les jours, quels sont les aventuriers, les aventurières que tu lis régulièrement ou qui t'ont marqué en tout cas? Évidemment, j'ai évolué, on va dire, avec les bouquins de Mike Horn, quoi, les récits de Mike Horn. J'ai même découvert le milieu de l'expédition, de l'aventure et de l'Amazonie avec Latitude Zéro de Mike Horn. Donc évidemment, ouais, j'ai lu tous les bouquins de Mike Horn. Après, il y a des explorateurs un peu moins connus comme Mathieu Torder, qui est le premier Français à avoir rallié l'Antarctique. Elliot Sconfeld, qui a fait d'autres expéditions, qui a fait une expédition en Amazonie d'ailleurs la même année que moi en même temps, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai pas mal discuté. Enfin voilà, il y a plein d'autres explorateurs comme ça que j'aime bien lire. Ouais. Quels sont les moments qui ont été les plus difficiles dans ces expéditions-là dont tu nous parles dans ton ouvrage? Niveau mental, c'est toujours le plus difficile en fait, parce que si le mental est là, le physique il suivra quoi qu'il en soit. Donc même quand on pense que c'est dur physiquement, en réalité c'est parce que c'est dur mentalement. Et donc franchement, la chose la plus difficile, je pense, c'est remonter le fleuve à contre-courant, à la pagaie. Ça c'est vraiment une épreuve mentale de tous les jours. Après voilà, le physique finit par suivre, mais on a mal partout évidemment, physiquement. Le plus dur, c'est les premiers jours d'ailleurs. Mais il y a un moment où on s'habitue à ce mal. Genre au bout de, je sais pas, 4 jours, ça y est, le corps commence à s'habituer. Oui, évidemment, évidemment, le corps devient plus résistant, il s'y habitue, il a compris que de toute façon ça changerait pas, ça serait comme ça, donc il accepte en fait, il accepte la douleur. Plus qu'il s'y habitue, on va dire, il l'accepte. Et on devient plus fort aussi mentalement, on comprend comment penser davantage pour oublier cette douleur, comment s'évader davantage pour l'oublier, et comment davantage s'émerveiller de tout ce qui nous entoure plutôt que de rester focalisé uniquement sur cette douleur. Mais évidemment, on a mal tout le temps, et le retour, après, on se rend compte en fait qu'on est bien affaibli et qu'on a mal absolument partout, quoi. Tu as parcouru dans cette aventure des milliers de kilomètres, de la Guyane au Suriname, la remontée de l'Amazone, du Brésil au Pérou. Il y a des paysages qui t'ont marqué plus que d'autres?
Bah, la forêt amazonienne, ouais, la forêt amazonienne sur le fleuve Sinamari, quand on arrive au cœur du parc amazonien, c'est c'est juste unique. On a l'impression d'être dans un lieu totalement préservé, chose qui n'est pas vraie en plus. Le terme de forêt primaire aujourd'hui n'est plus vraiment valide. On le sait, en tant qu'archéologue, on le sait en tout cas que les Amérindiens se sont installés absolument partout, dans des périodes déjà très anciennes. Donc c'est que de la forêt remaniée. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un lieu totalement préservé, avec une nature totalement exceptionnelle, une biodiversité énorme, et on se sent vraiment libre, vraiment la vie pure, quoi, en fait. On se sent loin de tout jugement, de toute problématique politique, économique, ou de tout souci, en fait. On se sent vraiment vivant. Alors, avant de partir en expédition, là tu viens nous le dire, on prépare son expédition, on regarde notamment des images satellites pour voir où se trouvent les différents éléments, les différents lieux sur lesquels on va aller. Ouais, évidemment, il y a la logistique. Il y a eu environ 2 ans de logistique, de réflexion, avant de pouvoir monter cette grosse expédition de remontée du Sinamari. Donc de repérage sur les photos satellites des endroits où on veut se rendre, d'études des cartes, d'études du nombre de kilomètres, des potentiels obstacles. Euh, Évidemment, toute la logistique qui est liée aux rations, à la nourriture, à l'équipement qu'il nous faut. Et puis à comment se rendre au point de départ. Parce que là, le point de départ se trouvait déjà en pleine forêt. Il fallait plus d'1 heure de route, pour une petite route au milieu de la forêt, pour atteindre le débarcadère, sur lequel on a embarqué avec nos kayaks sur une pirogue à moteur qui nous a déposé sur notre point de départ à 70 km du débarcadère. Donc il y avait quand même pas mal de logistique à ce niveau-là. Et puis il faut des kayaks aussi. Donc savoir comment se procurer des kayaks. Enfin voilà, il y a la logistique en fait à tous les points. Étudier aussi, dès qu'on va dans des pays comme ça, dans des zones éloignées, étudier le climat, le climat là-bas, les saisons, pour pas arriver en pleine saison des pluies par exemple. Et puis s'équiper aussi en GPS, en téléphone satellite, etc. Euh, le GPS, le téléphone satellite, il te sert à être toujours en contact avec quelqu'un en cas d'urgence ou il te sert à autre chose? Non, voilà, il sert le téléphone satellite, il sert en cas vraiment d'extrême urgence, de pouvoir contacter quelqu'un. Il y en a qui l'utilisent régulièrement pour envoyer un petit message, des petites nouvelles, etc. Nous, on l'a pas utilisé une seule fois en fait. On a préféré se couper totalement du monde extérieur. Donc on l'avait en cas de nécessité extrême. Si l'un de nous se faisait mordre par exemple par un vipéridé, là on aurait dû l'utiliser. Après, le problème c'est qu'en forêt amazonienne, il passe pas non plus partout. Quand on est au cœur de la forêt, il passe pas. Il faut être vraiment sur un fleuve assez large pour qu'il puisse passer, ou en hauteur. Donc ça a quand même ses limites également. Et du coup, depuis la France, il y a des gens qui te disent ah, envoie-moi un texto, ça va me rassurer, envoie-moi un petit message, on veut savoir comment se passe ton aventure et t'es obligé de freiner un petit peu le truc en disant non, moi c'est de l'autonomie totale, je me coupe un petit peu du monde pendant tout ce temps-là, tu vois, il y a cette pression un peu sociale et moderne. Non, pas vraiment. À vrai dire, pas vraiment, parce que les gens savent, comme je suis déjà à la base, et je communique pas forcément beaucoup, donc je le dis directement, voilà, là je pars en expédition, vous aurez pas de nouvelles avant telle date. Et voilà, bon, de temps en temps, on me dira, essaye d'envoyer un petit message quand même. Je dis, oui, bah non, mais je peux pas, de toute façon, je serai au cœur de la forêt, ça va pas être possible, ouais, non, voilà, non, je ressens pas cette pression. Quand on part au milieu de la forêt amazonienne, qu'est-ce qu'on prévoit et comment on prévoit surtout la nourriture, l'eau également? Bon, bah l'eau, là, c'est simple, on était sur un fleuve, donc on avait seulement de quoi filtrer l'eau. Après, l'eau, on la prenait directement sur place. En forêt amazonienne, bon, il y a des zones où c'est un peu compliqué pour l'eau, mais en général, ça reste quand même assez facile. Il y a quand même de l'eau un peu partout. Au niveau de la nourriture, du coup, nous, on avait pris des rations, on avait calculé pour en avoir assez pour 1 mois, quoi, à peu près. Et en plus donc c'est des rations, quand je dis rations, on prend des bouteilles qu'on remplit de riz ou de semoule, ce genre de choses. Après, on complète avec le poisson qu'on va pouvoir pêcher. Donc on prend de quoi pêcher en fait simplement. En forêt amazonienne, c'est assez facile de pêcher, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire.
Il suffit de mettre ce qu'on appelle des trappes, donc c'est des énormes hameçons en fer forgé sur lesquels on va mettre des abats de petits poissons qu'on aura pêchés au préalable, et on met ça on accroche ça sur une énorme corde d'escalade, on accroche ça à un arbre, on balance ça dans les rapides pendant la nuit, et puis le matin on se lève et généralement on a un gros carnassier qui est pris dedans. Donc c'est assez facile. C'est quoi comme style de poisson? C'est ce qu'on appelle les aymara, le plus gros poisson qu'on a en Guyane française, sur le plateau des Guyanes en fait, même en général au Suriname et sur une partie du Brésil. C'est un énorme poisson qu'on peut comparer un peu au silure, mais avec qui est un prédateur quand même un peu plus féroce, quoi, avec des dents un peu plus... Il y a des photos dans mon bouquin. On parle beaucoup des animaux, la faune et la flore qui, alors là pour le coup, sont vraiment effectivement font partie intégrante de ton livre. Il y a plein de photos à découvrir, etc. Est-ce qu'il y a eu également des rencontres humaines dans ces expéditions? Des rencontres humaines déjà entre nous-mêmes, en fait, on apprend les uns les autres à mieux se connaître, évidemment. Après, quand on est au cœur de la forêt, on va croiser absolument personne. Sur le retour, on a croisé des scientifiques quand on était plus très très loin de l'arrivée, avec qui on a pas mal discuté, qui avaient proposé d'ailleurs de nous ramener jusqu'au point de départ, de mettre tout notre matériel sur les pirogues et puis de partir avec eux en moteur, mais on a refusé pour terminer l'expédition comme on l'avait commencé, donc à la pagaie. Après, sur les expéditions en voilier, évidemment, là, il y a des rencontres humaines, puisqu'on s'arrête dans les villages en bord de fleuve. Donc là, c'est des rencontres avec les peuples qui vivent sur le fleuve et qui vivent du fleuve, qui n'ont pas forcément déjà vu de voilier, qui parlent pas forcément notre langue. Et là, là, c'est hyper intéressant, quoi. Là, c'est des rencontres vraiment hyper humaines, hyper simples. Et ça, on a beaucoup ça sur les fleuves de Guyane et au Suriname, ouais. Quand on revient d'une telle aventure, comment on se réacclimate à la vie moderne, à ce qu'on connaît nous ici? Est-ce que l'atterrissage est pas compliqué? Ouais, c'est assez marrant parce que quand on rentre à la fin de l'expédition, en fait, on rêve énormément de bouffe, on rêve énormément d'une douche chaude, de plein de choses comme ça qu'on n'a plus et qui nous manquent quand même un petit peu. Et en fait, une fois qu'on arrive, on est hyper triste d'être arrivé, quoi. On a juste envie de repartir et on n'a pas envie que ça se termine. Je me souviens, on s'était même arrêté de pagayer avant de toucher le débarcadère en kayak. On s'était arrêté de pagayer. En fait, on a laissé le kayak arriver tout seul jusqu'au débarcadère parce qu'on voulait pas arriver. En fait, on voulait pas que l'aventure se termine. Et donc après, ouais, on est décalé, évidemment, parce que nous, on a vécu des choses qui sont uniques et qu'on a envie, en fait, de raconter aux gens, qu'on a envie de décrire, qu'on aimerait bien qu'ils comprennent. Et même si les gens sont intéressés, vont nous écouter, nous poser plein de questions, ils pourront jamais réellement comprendre, en fait, ce qu'on a vécu là-bas. Et ça, il faut l'accepter, en fait. C'est quelque chose au début qui est assez dur, mais il faut s'y faire, il faut l'accepter. Et c'est pas forcément évident au départ. Qu'est-ce que les gens ne pourraient pas comprendre? C'est quelque chose de profond, en fait. C'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les peurs, c'est la sensation de se retrouver tout seul en pleine forêt amazonienne, avec tout ce qui s'ensuit, d'avoir les 1000 bruits autour de nous, les 1000 odeurs, la nuit totale, parfois un ciel juste exceptionnel, et donc toutes les pensées, tous les ressentis qui vont s'en suivre. Et de se dire que voilà, la vie c'est ça, en fait, c'est loin de toutes nos petites préoccupations du monde moderne avec toute notre nouvelle technologie. On s'en fout là-bas du Facebook, du portable ou de toutes ces choses-là. En fait, on se sent vraiment libre et vivre pleinement pour le simple fait de vivre, en fait, sans forcément avoir besoin d'autre chose que juste de vivre et de contempler. Et donc voilà, au-delà de ça, toute la difficulté évidemment des expéditions, tous les moments de doute, tous les moments de peur, tous les moments de joie même aussi. Toutes ces choses-là, en fait, on a beau les raconter, c'est pas possible de réellement se rendre compte de ce que c'est si on l'a pas fait. Le livre, c'est Journal d'expédition en Amazonie, et puis il y a également une vidéo qui a été réalisée, vidéo à la GoPro, qui accompagne la sortie du livre. Mm-hmm. Ouais, c'est des rushs un peu, parce que j'avais la GoPro, donc j'ai pris pas mal de vidéos GoPro pendant les expéditions. J'en ai jamais trop rien fait, et puis là, récemment, avec la sortie du bouquin, on s'est dit pourquoi pas prendre 2-3 petites vidéos, et puis réaliser une petite vidéo comme ça, pour diffuser quelques petites images, mais c'est très succinct, y a pas énormément de choses non plus dedans,
Mais bon, ouais, voilà. Pour donner un chiffre, t'es revenu avec combien de clichés de faune et de flore? Ça se compte en milliers, hein. Moi, je prends énormément de photos en plus. Surtout que, voilà, comme je disais, quand j'ai une idée en tête d'une photo particulière, quand je vois une espèce animale ou végétale et je veux la prendre sous tel angle, je veux vraiment obtenir la photo que j'ai en tête, je suis capable de prendre plusieurs centaines de photos du même sujet. Donc, ouais, il y a énormément de photos. C'est beaucoup de travail, ça aussi, hein, de trier toutes ces photos-là. Par la suite, une fois qu'on est rentré, et de se replonger dedans, parce qu'il y a aussi l'émotion de se replonger dans ces clichés, ça nous rappelle plein de choses. Ludovic, là, t'es de retour chez toi, mais j'imagine que t'es déjà en train de préparer ta prochaine expédition. Ça sera quoi? Ça sera où ta prochaine expédition? Ouais, évidemment, bah déjà depuis 2019, il s'en est passé pas mal, hein. Il y a eu pas mal de choses parce que là, ce que je raconte dans mon bouquin, tout ça, ça date de 2019. Donc depuis, j'ai fait un paquet d'expéditions un peu partout ailleurs, que ce soit des expéditions archéologiques ou personnelles. Donc déjà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Après, là, j'ai plein de projets en tête. Alors après, te dire ce qui va vraiment se faire ou pas se faire, c'est un peu compliqué. Ce que j'aimerais bien faire dans l'immédiat, et je dirais même ce qu'on aimerait bien faire plutôt, c'est parce qu'en fait, en septembre de l'année dernière, on est parti sur une expédition en Finlande avec un ami à moi, explorateur, qui s'appelle Quentin Kieffer. On est parti pour photographier les plus grands prédateurs d'Europe, donc les ours et les loups. À la frontière russe, c'est là où il y a le plus d'ours et de loups en Europe. Donc il nous arrive plein de choses, etc. C'est une expédition formidable et on aimerait bien continuer ce cycle d'expédition autour des ours. Et donc pourquoi pas partir en Slovénie, partir ensuite au Canada, Alaska, et puis terminer par le Svalbard pour approcher les ours un peu partout et avoir cette logique-là de la nature sauvage autour des ours. Et là, à l'heure actuelle à laquelle je te parle, en fait, je viens de rentrer il y a à peine une heure de 3 à 4 jours en pleine forêt pour observer, photographier le brame du cerf, tu vois. C'était où ça? C'est en Bourgogne, à côté de Dijon. C'est quoi ton moteur au fond, toi, Ludovic? Est-ce que le fait d'être explorateur, aventurier, de t'embarquer dans des aventures comme ça, c'est aussi une manière de tout simplement pas répéter un quotidien, être toujours dans quelque chose d'unique au fond? Ouais, évidemment. Après, c'est de vrai pour ce qui m'anime, pour ce qui me fait vibrer. Et moi, en l'occurrence, ce qui me fait vibrer, c'est la nature sauvage, c'est l'aventure, c'est que chaque jour soit totalement différent. C'est de vivre des expériences dont je pourrais me souvenir toute ma vie, que je pourrais raconter aussi à mes enfants, mes petits-enfants. C'est d'avoir réellement quelque chose, une vraie expérience de vie à partager, en fait, et d'apprendre tous les jours. Tous les jours, en expédition, on apprend de nouvelles choses. Il y a énormément de savoir, de savoir-faire qui s'acquiert au fil des expéditions. Donc ouais, c'est un multipode de tout ça, on va dire, qui fait que je me sens vivant, quoi. Journal d'expédition en Amazonie, du fleuve à l'océan, de l'océan à la forêt. C'est aux éditions du Chemin des Crêtes. Le livre est sorti en juin dernier. Merci infiniment, Ludovic Iba, d'être venu nous en parler ici dans les Aventuriers. Et puis, tu viendras nous parler de ta prochaine aventure également. On va suivre ouais. tes parcours. Yes, merci à vous de m'avoir reçu. Et ouais, avec plaisir. À très bientôt dans les Aventuriers. Salut. Salut. Les Aventuriers. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriquaudio.com.